Bienvenue dans ce grand débat spécial. Nous allons parler d'un sujet de plus en plus d'actualité depuis quelques années, le care manager. Nous allons probablement le voir dans notre débat. Cette expression possède plusieurs définitions, plusieurs périmètres, voire même plusieurs façons d'aborder ce sujet. Dans ce débat, nous allons essayer de faire le tour des points importants concernant le care manager, comprendre les différentes visions, les différents axes de développement, comprendre la place du care manager dans les écosystèmes existants, pourquoi ce développement maintenant, qui finance le care manager, bref, beaucoup de questions donc, que nous allons voir avec nos invités. Tout d'abord, Guillaume Staub, qui est le cofondateur de Prevencare, Victor Perazzi, qui est le fondateur Les Autonomies Planners, Franck Nataf, qui est vice-président de la FEDESAP, Quentin Guillemet, qui est responsable de l'offre Care at Work chez Silver Alliance, Romain Gano, qui est responsable autonomie et services chez AG2R La Mondiale, et Mathieu Michels, qui est président d'UNED. Pour les perfectionnistes de la parité, vous aurez vu qu'on n'est que des hommes ce soir. Il y aura un deuxième débat qui est prévu sur le care manager où il y aura bien sûr une majorité, bien sûr pas forcément, une majorité de femmes. Peut-être commençons par donner une définition du care manager. Donc, moi, j'ai vu récemment une vidéo à Autonomie d'un d'entre vous, de Guillaume, qui expliquait de manière hyper limpide ce qu'était le care manager. Donc, on va peut-être commencer par Guillaume, si tu peux nous expliquer, enfin, vous expliquer ce qu'est le care manager. Enfin, votre vision en tout cas. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Frédéric. La vision que j'ai du care management et du care manager est la suivante. Au fond, le care management, c'est accompagner une personne qui fait face à la fragilité d'un proche dans une notion de parcours de soins, en lui apportant en effet conseils, orientation, recherche de prestataires de proximité et également coordonner les dispositifs lors de la mise en place des services et assurer également derrière un suivi. Voilà la vision que j'ai pour répondre à votre question sur la définition du care management. Victor, ta définition. Comment tu vois la chose? Moi, je vois la chose à travers l'expérience du métier qu'on a créé qui s'appelle Autonomie Planner et qui est une vision qu'on propose du care manager, du care management en proximité, donc auprès des familles et auprès des personnes âgées. Nous, la vision, c'est l'accompagnement des familles dans l'organisation de la vie à domicile de leurs proches. Et ça, dans la durée. C'est-à-dire que pour moi, ça ne s'arrête pas au moment de mettre en place les meilleures prestations possibles. C'est aussi et surtout les accompagner dans le temps. Et c'est là que je mets la notion de coordination, puisqu'on va coordonner des professionnels de médicaux, paramédicaux, des professionnels de services et puis des solutions. Alors oui, parce qu'une de tes spécificités, c'est que tu interviens sur le terrain auprès de la personne aidée et aidant. Enfin, auprès des personnes aidées plutôt. Nous, on intervient auprès des personnes aidées, mais notre interlocuteur est beaucoup l'aidant, en fait. Donc, on aide le couple aidant-aidé en étant tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre. Parce qu'en fait, on s'aperçoit, et on s'aperçoit avec le temps également, que la place de l'aidant, elle est difficilement l'aidant garde une place finalement dans l'accompagnement du quotidien, y compris dans la coordination. Et même quelqu'un qui habite au Québec tient encore à être actif, à avoir des informations, mais aussi à jouer son rôle dans la partition. C'est ce qu'on découvre aussi peut-être petit à petit. Et donc, on est avec l'aidé au quotidien, c'est à lui qu'on rend visite toutes les semaines, mais c'est aussi l'aidant que l'on accompagne dans un processus d'accompagnement de ses propres parents, par exemple, ou de son propre mari ou femme. D'accord. Mathieu, votre définition, votre vision du care manager? Quelqu'un qui prend soin, c'est quelqu'un qui s'occupe de quelque chose, qui guide et conduit. Pour répéter ce que je viens d'entendre, mais on a tendance, chez nous, c'est à évaluer, orienter, mettre en place et suivre. On a un modèle où pour moi la base est l'aide à domicile et tous nos plans d'aide partent d'une base d'auxiliaires de vie qui interviennent à domicile avec des tâches ponctuelles pour accompagner l'aidant et son proche dans les ruptures de parcours de vie. Parcours de vie hospitalier, lié à une chute, une protection juridique, etc. Et c'est d'avoir une personne qui aide l'aidant, en fait.
Et c'est là où on se positionne avec Unel. Pour Franck, pour un petit peu provoquer, donc je rappelle que tu es vice-président de la FEDESAP, donc FEDESAP, un des syndicats professionnels des services à domicile. Ce n'est pas le rôle des chefs de secteur? Bonsoir tout le monde, bonsoir Frédéric. En fait, si, initialement, ça fait partie effectivement du rôle d'un responsable de secteur. Et alors, juste pour faire un tout petit peu l'historique, avant de parler de care management, on parlait en France de case management, donc de gestion de dossier. On voit bien que quand on fait du care, on gère des personnes et plus des dossiers, ce qui est quand même une amélioration dans la prise en charge. Néanmoins, cette approche-là, logiquement, des responsables de secteur et de manière générale dans l'aide à domicile, monter des dossiers, par exemple, aider au montage de dossiers de plan d'aide à part, trouver des solutions en sortie d'hospitalisation, c'est des éléments du métier qui font partie de la fiche de poste d'un responsable de secteur. Aujourd'hui, en revanche, ce qu'on constate, c'est que malheureusement très souvent, du fait des différentes problématiques qui s'exercent sur la profession, en particulier les taux très forts qu'il y a en termes de sous-financement, et donc du coup de ratios d'encadrement sur lesquels on est obligé de tirer, c'est très souvent cette partie-là qui n'a pas de financement aujourd'hui, très concrètement dans les plans d'aide, qui n'est pas valorisée, qui saute. D'accord. Je vous propose qu'on fasse un tour de table juste pour que vous puissiez vous présenter un peu mieux que je ne l'ai fait, et puis votre approche. Peut-être Romain, commencer par toi. Je suis Romain Gano, je suis responsable autonomie service d'AG2R La Mondiale. Alors moi, j'ai une double vision sur le care manager. Je suis rattaché aux activités sociales AG2R La Mondiale et principalement à Agir Carrefour. Donc, la mobilisation de care manager pour accompagner nos populations fragiles. Et après, j'ai aussi une vision avec un peu d'ego, mais d'expert de la silver economy, qui essaye de prendre un peu de la hauteur et de le regarder aussi au travers des marchés concurrentiels, assurantiels, et qui a tendance à dire qu'aujourd'hui, l'avenir du care management, on en reparlera, n'est peut-être pas dans la silver economy. Mais c'est un débat qu'on aura, je pense. D'accord. Quentin, je ne me considère pas comme étant un service de la silver economy d'ailleurs, complètement. Je ne me considère pas du tout dans la silver economy. D'accord. Donc, Quentin, non, Guillaume, peut-être présenter Prevencare. Oui, merci Frédéric, mais je vais vite passer après la parole à Quentin parce qu'il Oui, Prevencare. Rassurez-vous, on fera le tour, hein, pas de problème. Prevencare est un service de care management dédié aux entreprises. C'est un service que j'appelle B2B2C, c'est-à-dire que client offre aux entreprises, quelle que soit la taille des entreprises, puisque notre offre est calibrée pour répondre aux TPE jusqu'aux grands groupes, afin d'accompagner leurs collaborateurs qui font face à la fragilité d'un proche. Donc aujourd'hui, on est vraiment un service B2B2C. Alors ça s'appelle care management parce que l'anglicisme ont des mots qui sont beaucoup plus simples, même si on aurait aimé trouver des mots français, des termes français, on peut parler de conseiller grand âge, on peut parler d'assistant personnel. Le care en anglais, c'est quand même le soin dans sa globalité, et ce n'est pas uniquement le soin qui repose sur des soins médicaux. Voilà. Donc Prevencare, c'est vraiment cette approche de care management dédiée aux entreprises pour accompagner leurs collaborateurs. On pourra parler derrière des problématiques que peuvent rencontrer en effet les entreprises et aujourd'hui leur souhait d'investir sur le capital humain, de fidéliser, d'attirer des nouveaux talents, de pouvoir en effet apporter ce type de solutions et de services. Ça y est, j'ai perdu le fil de ma pensée. Et donc, Prevencare est né d'un constat, tout simplement, puisque avant Prevencare, j'avais créé une entreprise spécialisée dans l'aide et le maintien à domicile pour personnes âgées dépendantes, que j'ai créée en 2002, avant les lois Borloo de 2005, que j'ai développée pendant une dizaine d'années, qui a été rachetée par un grand groupe, que j'ai accompagné pendant 4 ans. Donc, quelque part, j'ai été de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que j'étais prestataire de services avec des auxiliaires de vie qui intervenaient au domicile pour aider en effet les personnes à réaliser les gestes de la vie quotidienne. Donc, on parle d'aide au lever, d'aide à l'habillage, au fond, la préparation des repas. Et donc, cette coordination de services, c'est là où je peux rejoindre en effet un peu Franck, c'est que moi, dans mon entreprise précédente,
On n'appelait pas ça des chefs des secteurs, on appelait ça des coordinateurs. Et les coordinateurs, en effet, faisaient ce travail de coordination. La seule chose, c'est que, et je n'ai pas peur d'utiliser les mots, les clients qui venaient dans nos agences, lorsqu'elles mettaient en place, lorsque les enfants ou les petits-enfants venaient nous voir pour une demande d'aide humaine, au fond, de dire, voilà, j'ai besoin d'une auxiliaire de vie pour aider mon père, ma mère, mes grands-parents à réaliser les gestes de la vie quotidienne et leur permettre de rester à domicile le plus longtemps possible, il y avait cette première demande d'auxiliaire de vie et très vite, il y avait, au fait, pendant que je vous ai sous la main, moi j'habite à 200 bornes, et j'ai entendu dire que papa ou maman pouvaient bénéficier d'une aide financière. Ça s'appelle comment? Vers qui je me tourne? Comment ça marche? Où est-ce que je peux aller chercher le dossier? Puis vous ne connaissez pas une structure de téléassistance sérieuse, et puis un kiné, vous pouvez me le trouver. Puis le portage de repas, c'est la ville, c'est une boîte privée, c'est communal. Comment ça marche? Vous pouvez m'aider? Évidemment, qu'en tant que professionnel du maintien à domicile, on ne laissait pas sans réponse nos clients en leur disant, mais évidemment, on va vous orienter et vous expliquer cet écosystème médico-social qui est complexe et on va vous orienter vers les bons professionnels. Et moi, j'ai toujours considéré que j'étais un maillon de la chaîne et que mon objectif, c'était de travailler avec des professionnels et de s'appuyer sur des professionnels. Donc, je m'appuyais déjà sur les acteurs médico-sociaux que peuvent être des CCAS ou des clics dans les territoires. Et sur les autres professionnels, sur des métiers que je ne faisais pas, de la téléassistance, du portage de repas, etc., etc. Et puis, j'ai fait un constat qui est très simple, c'est que des dispositifs informationnels en France, il y en a un paquet. Et ça, c'est incontestable. Malheureusement, tout fonctionne en silo. Donc, personne ne communique avec personne. Et c'est de là qu'est née la solution Prevencare. En plus, moi, je suis d'une famille de médecins. Donc, j'ai énormément de personnes dans la famille, de très proches, qui sont médecins en milieu hospitalier. Et quand je leur pose la question, comment, vis-à-vis de vos patients, vous organisez la sortie d'hospitalisation, quel est votre rôle en tant que médecin et spécialiste du médical? Bon, attends, il y a le service social de l'hôpital ou de la clinique qui est là pour ça. Oui, ok. Enfin, tu as aussi un peu un rôle à jouer dans un parcours de soins. Pas tout le temps, mais un petit peu quand même pour organiser. Et donc, malheureusement, je caricature un peu, mais le médecin ne parle pas à l'infirmière, qui ne parle pas à l'aide-soignante, qui ne parle pas à l'auxiliaire de vie, qui ne parle pas à l'aide ménagère. D'accord. Donc, aussi un peu le trait. Mais si vous voulez, en attendant, la réalité du terrain, c'est que les familles et les aidants sont complètement perdus. Donc, nous, notre rôle, c'est de dire, on est dans l'amont. Je suis dans l'organisation en amont pour organiser des solutions. Et après, les professionnels qu'on va vous proposer vont, parce que ce sont des professionnels de qualité, jouer leur rôle en termes de suivi, d'encadrement, de continuité de service, etc. etc. D'accord. Donc, une approche B2B2C. Quentin, c'est le même fonctionnement. Enfin, déjà, peut-être présenter Silver Alliance. Et pourquoi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi Silver Alliance est lancé dans le Care Manager. Parce que vous avez une approche un peu différente avec votre réseau de Silver Alliance. Alors, pour reprendre au départ, Silver Alliance, c'est une alliance de marques. Chacune des entreprises qui composent l'alliance est là pour répondre à un besoin que peut rencontrer une personne en perte d'autonomie. Après avoir regroupé donc, tous ces besoins, on a décidé de lancer l'offre Care at Work, qui est composée d'un service de care management et de 2 autres services, qui est un service d'accompagnement à la retraite et un service de prévention santé sur le lieu de l'entreprise. Le service de care management va mettre en avant et va coordonner toutes les solutions des entreprises de Silver Alliance. Et dans le même cadre que Prevencare, on est une solution en B2B2C, dans le sens où nous, l'offre va s'adresser aux entreprises directement qui vont mettre le service à disposition des salariés. Oui, donc en fait, si bien compris, une offre B2B2C avec une sorte de réseau intégré, de prestataires intégrés dans un réseau. C'est ça, exactement. Mathieu, peut-être vous présenter UNAID. Donc, Mathieu Michels, cofondateur et président de UNAID. Donc, c'est une structure que j'ai créée en fin d'année 2017. On commercialise nos services depuis début d'année 2018. Une particularité, on a commencé avec la diffusion d'un modèle mandataire d'aide à domicile en équipe autonome de proximité. Aujourd'hui, on couvre tout le territoire de ces services mandataires avec une quinzaine d'établissements secondaires et ce service mandataire associé à un service de care manager. Pourquoi? Parce qu'on voulait tout le temps avoir des équipes autonomes de proximité dans le domicile. On a la particularité d'être une structure d'aide à domicile qui a le statut de JEI, puisqu'on développe, on a une équipe de recherche et de développement qui développe les outils
pour travailler sur tous les irritants justement du transfert d'informations, de communication, de coordination. Donc on a développé nos propres plateformes pour avoir les remontées en temps réel du terrain et de ce qui peut se passer au domicile par les assistantes de vie. On a aussi, j'aimerais ici aussi, plutôt que de parler plus précisément de ce que fait une aide, mais des contraintes qu'on rencontre vraiment dans le marché et que bien souvent on ne se dit pas. Donc il y a des prestataires, des mandataires du gré à gré. Aujourd'hui, on a une difficulté folle à faire travailler tout le monde en même temps. Et nous, on a des demandes et des plans d'aide journaliers sur l'ensemble du territoire où c'est un sacerdoce pour réussir ne serait-ce qu'à mettre en place une équipe d'auxiliaires de vie, en contactant tous les prestataires du territoire, en allant avec notre réseau en interne, en allant voir aussi toutes les assistantes de vie. Enfin, il y a plus de 650 000 aujourd'hui à date, employés familiaux et assistantes de vie, plus ceux du prestataire, et c'est difficile. Donc, on a cette première demande assistée par nos coordinateurs d'aide humaine, et ensuite, les care managers, eux, viennent veiller aux côtés de l'aidant, à l'accompagner sur toutes les ruptures de parcours de vie. D'où l'importance de ce type de service pour pouvoir soulager l'aidant, qui n'arriverait pas forcément à faire tout le travail tout seul. Oui, en fait, ma structure est avant tout une structure créée par un aidant que je suis pour aider les aidants et leurs proches. Et j'ai eu, dans mon parcours d'aidant, plusieurs fois les oreilles qui ont saigné, parce que j'accompagnais des proches touchés par une perte d'autonomie lourde, et on me disait, mais monsieur, il y a tout sur votre territoire. Guillaume parlait de sortie d'hospice, mais on faisait sortir mon papa qui avait une dégénérescence du cerveau du jour au lendemain sans alerter personne. Je ne savais pas comment on allait l'accueillir. Ça, c'est la vraie vie, c'est ce qui se passe dans les territoires. On disait, il faut toujours quelqu'un avec lui. Oui, mais nous, on n'a pas les moyens financiers. Comment on fait? C'est quoi les aides? Aller voir au CCAS, et on me donnait un dossier d'aide financière que je n'avais jamais connu de ma vie. Ouais, donc, d'où l'important d'avoir quelqu'un qui s'occupe de l'ensemble. Victor, est-ce que tu peux, si en fait, moi j'ai découvert, enfin, je n'ai pas découvert Care Manager avec toi, mais ça m'a intrigué parce que tu postais beaucoup sur LinkedIn sur ce sujet-là. Donc j'ai un petit peu découvert avec toi ce métier. Est-ce que tu peux présenter les autonomy planners, qui sont des Care Managers? C'est un autre nom. Moi aussi, j'ai découvert le Care Manager avec moi. C'est un peu en tant que pionnier. Alors, je ne sais pas si je suis le seul, parce que je pense que je ne suis pas le premier à avoir imaginé cette histoire. En tout cas, à mon niveau, je n'avais pas vu d'autres références qui, sur le terrain, allaient en indépendance, c'est-à-dire en étant complètement auprès de la personne âgée et de sa famille, capable de router les bonnes solutions. Et au fur et à mesure qu'on a avancé dans le cheminement, on s'est aussi adapté aux demandes de nos clients qui nous disaient, mais attendez, ne nous lâchez pas maintenant, on a besoin de vous dans la durée, en fait. À la base, je n'avais pas pensé à la coordination réellement. J'avais d'abord pensé au conseil, à la mise en place de solutions, plus large même que le domicile. On s'est recentré sur le domicile en disant que c'est là qu'il y a des attentes. Et puis, il y a des besoins à domicile qui dépassent les prestations actuellement existantes. Je le disais, les familles, elles ont pris l'habitude quand même de savoir qu'il existe des choses que l'on peut déléguer à d'autres. En tant qu'aidant familial de sa maman, on prend plus sa maman chez soi. C'est une autre époque. Certains le font, bravo, mais c'est une autre époque. On ne va plus non plus tous les dimanches chez elle pour faire le ménage. On sait qu'il y a des femmes de ménage. Et petit à petit, les choses ont été déléguées à des services d'aide à domicile comme ceux qui sont représentés ici, pour l'aide aux courses, l'aide à la toilette, un peu de compagnie, etc. Et il y a encore des choses qui sont difficiles à déléguer et que l'autonomy planner peut assurer. Ou le care manager peut assurer, enfin, en tout cas le care manager de proximité, c'est ça un autonomy planner. Il y a cette notion quand même de coordination et de charge mentale, parce qu'en fait, il ne suffit pas d'avoir des bons services en place, il faut encore savoir qui a le souci de savoir que si ça coince, si ça bug, parce que ça bug, qui s'occupe de le gérer, qui s'occupe de remettre sur les rails une organisation en place. Souvent, je prends la comparaison de notre métier avec celui d'un chef d'orchestre, qui d'abord écrit une partition, c'est-à-dire le plan d'accompagnement autour du projet de la personne, ce qu'elle a envie de faire et puis de ses besoins, liés notamment aux besoins de tout un chacun et ses limites liées à sa dépendance. On trouve les instruments qui vont composer l'orchestre autour d'elle, et ça, ce sont les services d'aide à domicile, l'ensemble des prestataires qu'on retrouve dans la Silver Alliance,
voilà, portage de repas, téléassistance, l'aménagement du logement, etc. Tous les professionnels, donc ça, on les met en place parce qu'on a un réseau local qu'on connaît. Et puis ensuite, une fois que tout ce monde est là, il faut faire jouer la partition dans le temps. C'est le rôle du chef d'orchestre, c'est le rôle de l'aidant dans X millions de familles en France. Et ces aidants, ils ont besoin d'aide en fait pour faire ça. Et ils ne peuvent plus avoir comme seule alternative dans leur animation de cet orchestre qu'un jour de dire écoute, stop, j'en peux plus, je craque. Même le médecin le dit, papa, on va devoir trouver une maison de retraite. Voilà. La maison de retraite, j'en étais directeur, je connais le sujet et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Si on reste toujours dans le périmètre, puis sur le pourquoi est-ce que le care manager a démarré, est-ce que c'est pas parce que dans les services à domicile, peut-être pour Franck, les services à domicile, les chefs de secteur étaient complètement saturés par le travail qu'ils faisaient déjà, premièrement. Est-ce que c'est pas parce que si c'est les services à domicile qui font ce métier, le service à domicile, il est jugé parti? Est-ce qu'il faut pas un care manager totalement indépendant des autres acteurs sur le territoire? Peut-être Franck, peut-être pour commencer, Franck. Oui, alors juste, je vais quand même présenter la FEDESAP. Oui, vas-y. Oui. La FEDESAP, qui est la principale fédération d'aide à domicile privée commerciale, avec 3500 SAD. Il y a des structures de services à la personne, mais l'essentiel, ce sont des SAD, donc des services d'aide et d'accompagnement à domicile, un peu plus de 110 000 salariés sur le territoire et sur les DOMCOM, enfin sur en métropole et DOMCOM. Donc, déjà, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Victor tout à l'heure. Parce que, et ça va éclairer et ça va en partie répondre, je pense, à la question. Il a été envisagé depuis très très longtemps cette notion de coordination et cette notion de gestion de parcours, puisque, alors pour les plus anciens d'entre nous, en 2009, le plan Borloo 2 avait commencé à préparer une nouvelle activité qui s'appelait l'aide aux aidants et qui voulait rajouter dans la déclaration service à la personne une activité d'aide aux aidants qui justement recouvrait les activités de care management, enfin, telles qu'on les définit aujourd'hui. Au final, ça n'a pas pu être fait en l'état, mais en revanche, il y a la fameuse 23e activité de la déclaration qui a été définie et qui a permis effectivement cette notion de coordination. Coordination qui d'ailleurs, alors parce que c'est vrai que j'ai pas réagi, je voulais en parler tout à l'heure aussi, beaucoup autour de cette table virtuelle parlent à chaque fois beaucoup d'aidants. Mais en fait, du care management, on peut très bien faire du care management auprès de l'aider directement. On n'est pas obligé d'avoir un aidant en intermédiaire. Enfin, évidemment, il y a certaines situations où il y a un aidant, mais il y a aussi plein de situations où il n'y a pas d'aidant et où il y a une forme d'isolement en fait, justement de la personne et où du coup, on contribue à pouvoir accompagner la personne dignement dans la société en l'absence d'aidant et en lui évitant l'EHPAD. Et donc, du coup, pour répondre à la question, en effet, sur tous les services d'aide à domicile qui ont eu à prendre en charge un jour une personne extrêmement isolée qui sort de l'hôpital et qui n'a personne sur laquelle se reposer, se sont retrouvés de facto à opérer ce care management. Et donc, du coup, qui l'opère? C'est évidemment que par exemple, les auxiliaires de vie ou les aides à domicile peuvent y contribuer en étant vigie, en étant un peu, en alertant par exemple l'infirmière, le médecin qu'il y a une dégradation par exemple. Et ça, c'est déjà un premier acte de care management. C'est-à-dire le repérage d'une forme de fragilité. Ensuite, il y a évidemment la partie, les responsables de secteur, donc les coordinateurs, peu importe le nom qu'on leur donne, l'encadrement intermédiaire qui est au contact du bénéficiaire, qui est amené à aller au domicile pour récupérer la carte d'identité de Madame Michu, pour l'amener en effet au CCAS et ouvrir ses droits. Et éviter en effet un non-recours aux aides qui est colossal, puisqu'on sait, par exemple, sur l'APA, qu'on a 30% de non-recours. Donc en effet, il y a besoin de cette coordination, il y a besoin de cet apport d'information. Mais après, du care management,
au sein d'un SAD, par exemple, il y en a à tous les étages. C'est-à-dire qu'un directeur d'agence, par exemple, qui va être intégré dans une table tactique Maya, et donc qui va participer à ce qu'on appelle des commissions de cas complexes, hein, fait aussi du care management et fait de la coordination avec l'ensemble des acteurs du territoire, aussi bien d'ailleurs relevant du soin que relevant de l'aide, que parfois ne relevant d'aucun corps médico-social. Puisque, enfin, et pour moi, par exemple, du care management ne se vit pas. Alors, c'est peut-être ce qu'on voulait dire tout à l'heure quand on disait que le care management n'est pas de la silver economy, mais pour moi, en effet, du care management n'est pas relié nécessairement au monde médico-social. Si on parle de silver economy, c'est le domaine qui est lié, en effet, à la dépendance et aux personnes âgées. Moi, j'ai toujours milité depuis toujours, même à l'époque avec mon entreprise que vous connaissez, Franck la connaît comme Romain ou d'autres. Il n'y a pas de secret sur mon parcours, je pense que c'est vu qui était Amélis. Moi, j'ai toujours milité pour la coordination de services depuis des années. Et cette coordination de services, quand Prevencare est né en 2017, c'est au fond, c'est ce qu'on a mis en place. Mais le Prevencare, d'ailleurs, ne s'adresse pas uniquement aux aidants, dont les proches, qui font face à la fragilité d'un proche, qui est uniquement lié au grand âge. D'ailleurs, les aidants, la première principale cause de dépendance aujourd'hui, c'est l'âge à 53%, on est d'accord. Après, de mémoire, il y a la maladie à 45%, et après, il y a le handicap. Nous, on couvre ces trois fragilités-là. Donc, les aidants que nous accompagnons et qui sont en activité professionnelle, parce qu'il y a une étude qui est sortie dernièrement, qui est BPCE BVA, qui avait mis en avant le fait que 73% des aidants sont des actifs, donc ont une activité professionnelle, que ce soit salarié, indépendant, à mi-temps, à plein temps, peu importe, mais ont une activité professionnelle. Donc, ce sont des personnes déjà aussi qui ont un vrai besoin, et nous, quand on les accompagne, ils nous le disent, de continuer à travailler, parce que comme tout un chacun, il y a des factures à payer à la fin du mois, mais parce que aussi pour une question de lien social, c'est aussi extrêmement important d'être dans une activité aussi professionnelle. Donc, ils n'ont pas spécialement envie d'abandonner leur activité professionnelle. Ils ont un rôle affectif qui est essentiel, on est bien d'accord, aux professionnels d'apporter justement la dimension un peu technique lorsqu'on doit s'occuper en effet d'une aide à la toilette d'une personne. C'est certainement pas aux enfants, aux petits-enfants de le faire, pour ses parents ou ses grands-parents. Et tous les médecins le disent et tous les professionnels le disent, parce que sinon la relation en est altérée. Donc, l'accompagnement des aidants, il est sur la fragilité dans son ensemble, pas uniquement sur la perte d'autonomie liée au grand âge, mais nous, on a des salariés qui nous appellent sur des problématiques d'enfance, de handicap, de trisomie 21. On parle beaucoup d'autisme. Bien sûr, il y a énormément d'autisme. Et malheureusement, en France, il n'y a pas suffisamment d'établissements pour accueillir dans un parcours des enfants ou des adultes qui ont ces maladies-là. Mais il y a aussi la trisomie 21 et il y a énormément de sujets dans la fragilité. Donc, Prevencare, nous, on ne répond pas uniquement à une fragilité qui est le grand âge, la dépendance avec des problématiques qui peuvent être avoir comme réponse un financement type APA ou PCH. Et pour rebondir sur ce que disait Franck sur la coordination de services et ce que disait Victor sur le care management de proximité, évidemment qu'il y a des familles qui ont besoin d'être accompagnées dans cette organisation au quotidien parce qu'elles perdent complètement pied et elles n'y arrivent pas, évidemment. Et que ces gens-là, ils ont besoin d'être accompagnés et parce que c'est aussi une forme d'accompagnement en termes de soutien psychologique et de soutien humain. Et ça a du sens. Après, il y a aussi des SAD. Je pense, c'est aussi la mission d'assurer la coordination déjà de leur service qui est essentiel si on veut une bonne qualité de service. Le coordinateur de secteur ou le chef de secteur ou le coordinateur social, à mes yeux, ce n'est pas celui qui fait du sourcing, ce n'est pas celui qui fait du recrutement et ce n'est pas celui qui fait de la gestion de planning. Il est sur le terrain, il est auprès de ses bénéficiaires, il suit, il encadre, il assure la continuité de service et il s'assure que justement le dispositif qui a été mis en place se déroule correctement. Autre point que je veux aborder, c'est est-ce que les familles, moi ce que je vois en fait, c'est que les familles ont le besoin, mais est-ce qu'elles sont au courant que le care manager existe? Quentin, tout à l'heure, avant de préparer l'émission, en préparant l'émission plutôt, tu disais que l'aidant n'était pas forcément au courant qu'il était aidant. D'ailleurs, c'est l'étude de la Fondation April qui dit
ça notamment. Comment est-ce que vous voyez chez Care at Work ce sujet-là? Est-ce que les aidants sont au courant que vous existez, enfin, que ce métier existe? Alors, comme je le disais avant, il y a un vrai travail de sensibilisation à faire. Nous, la nuance, c'est qu'on est en B2B, donc on s'intéresse spécifiquement à l'aidant qui est dans un milieu professionnel qui est actif. Et ce qu'on remarque, c'est que non seulement il y a une partie qui n'est pas au courant de son propre statut, parce que aider, et particulièrement aider un proche, c'est quelque chose qui est naturel. Donc les gens ont tendance à donner un peu plus, encore plus, jusqu'à être complètement solo. Et là, on remarque aussi qu'il y a donc non seulement il y a un problème de reconnaissance pour soi-même, mais il y a un problème de communication vers l'entreprise, dans le sens où l'entreprise n'est pas forcément au courant que ses salariés sont aidants, a du mal à déterminer et à cibler cette population-là pour leur venir en aide. Donc, il y a non seulement un travail de sensibilisation envers les aidants de manière générale, mais aussi envers l'entreprise. Et l'entreprise, de la direction jusqu'aux managers et jusqu'aux employés eux-mêmes. C'est vraiment à tout niveau, mais il y a un vrai travail de sensibilisation à faire parce que à partir du moment où justement on arrive à faire savoir, on arrive à faire reconnaître et on arrive à s'intégrer pleinement dans l'entreprise, c'est à ce moment-là qu'on aura de réels retours et une vraie utilisation de la part des salariés. Si je comprends, en fait, la logique, c'est convaincre, enfin, c'est plutôt de former, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais former le DRH, enfin, former l'entreprise de façon à ce qu'eux détectent les aidants ou aident à détecter leurs salariés aidants qui ont des difficultés pour mettre en place le care manager. C'est un petit peu ça le schéma ou alors, dans un premier temps, l'idée, ce n'est pas forcément de les détecter, parce que même si eux en ont conscience, ils ne vont pas forcément le communiquer à l'entreprise, dans le sens où être aidant, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps donc, sur son temps perso, mais dans certaines situations, avec des personnes qui ont une charge mentale très, très élevée, ça prend aussi du temps sur le temps professionnel. Il y a d'ailleurs une partie de ces aidants qui vont refuser une promotion, qui vont refuser un déplacement professionnel, qui vont se mettre des freins professionnellement. Et donc, l'idée, plus que de les cibler, de les identifier, même si effectivement, pour certaines entreprises, ça peut permettre un accompagnement plus poussé, mais l'idée, c'est surtout de leur mettre les outils à disposition pour non pas que ce soit dans un premier temps forcément l'entreprise qui les accompagne, mais que les outils que l'entreprise a décidé de souscrire pour accompagner ses aidants soient utilisés. D'accord. Il y a aussi une notion de repérage. Il y a aussi une notion de repérage des aidants dans l'entreprise. Comme vous l'avez évoqué, d'abord 60% à peu près, je crois, des aidants ne se considèrent pas aidants. Et puis en effet, des salariés qui sont aidants, quand vous êtes aidant, vous ne levez pas la main pour aller voir votre manager et pour dire que vous faites face à une problématique d'aidance, que ce soit de votre conjoint qui est malade, que ce soit d'un enfant handicapé ou d'un parent qui est dépendant. Parce que ça peut être un frein dans un parcours professionnel. Et Quentin l'a exprimé et l'a dit en disant si je commence à dire que je suis aidant, le poste d'après que je vise, je ne l'aurai peut-être pas forcément parce que j'ai montré que je ne suis pas forcément disponible. Le projet sur lequel j'aimerais travailler, on ne va peut-être pas me le confier, etc. etc. Donc, je ne vais pas me manifester. Et puis surtout, ce sont des questions un peu personnelles, intimes, que je n'ai pas forcément envie d'évoquer sur mon lieu de travail ou peut-être avec le collègue qui partage mon bureau, que je connais bien depuis 10 ou 15 ans. Mais ça va s'arrêter là parce qu'on est dans la sphère un peu privée. Et je n'ai pas envie d'en parler, même dans certains cas, je ne dis pas systématiquement, à l'assistante sociale de l'entreprise, qui est au fond un salarié de l'entreprise. On ne sait jamais comment ça peut se passer quand quelqu'un quitte la boîte, que ça se passe bien ou pas bien. On ne sait jamais nous, on a des gens qui nous l'ont dit, qui nous ont dit elle est très sympa, mais peut-être que le jour où elle partira et si ça se passe mal avec mon employeur actuel, je ne sais pas ce qu'elle va pouvoir dire sur ce qu'on peut lui avoir confié. Donc, passer par une structure externe, c'est plus rassurant en termes d'accompagnement et dans des solutions à mettre en place. Et les gens se confient un peu plus. Mais la notion de repérage, elle est essentielle, vraiment essentielle. C'est ce qu'on appelle un peu l'onboarding. Il faut aller les chercher, ces aidants, et leur expliquer que être aidant, ce n'est pas que ce n'est pas grave, mais qu'il y a des solutions qui existent. Elles sont multiples et qu'on peut les aider et qu'on peut alors apporter cet équilibre vie personnelle et vie professionnelle.
Mathieu, est-ce que les aidants connaissent le care manager et comment est-ce qu'on fait connaître le care manager? Après, je reviens à l'exemple de Romain. Romain, après, je reviens vers toi par rapport à On a G2E. quand même pour répondre de façon synthétique, non. C'est même pour eux souvent un gros mot. Notre territoire de naissance, c'est le Calaisis. Dans le Calaisis, quand vous allez parler de care management, ils ne comprennent pas, hein. Donc, très clairement. On commercialise en B2C et on leur explique, en fait, et c'est leur donner le sens sur tout ce qu'on est capable de faire et jusqu'où on peut aller pour les aider et les accompagner. Et je pense que c'est une vraie notion, il y a une vraie éducation à apporter à ces différents publics, parce qu'on en parle depuis une décennie maintenant, hein, d'aller cibler les aidants dans les grosses structures, etc. On n'est pas loin du vœu pieux. Maintenant, on est en capacité de dire qu'il y en a entre 11 millions ou 15 millions, enfin, je ne sais pas, tous les mois, ça augmente. Donc, Et puis je pense on mélange les aidants familiaux et aidants professionnels des fois aussi. Exactement. Et en fait, on sait qu'il y en a beaucoup, mais c'est de réussir à dire, tiens, c'est quoi en fait ce nouveau métier? Jusqu'où ce care manager peut m'accompagner, moi aidant. On parlait tout à l'heure aussi, on peut accompagner l'usager, le bénéficiaire du service. Et en fait, nous, on va faire nos services en deux parties. Sur du curatif, parce qu'on intervient souvent auprès d'une personne très fragilisée, donc que ce soit par la maladie, un handicap ou une maladie chronique, et être dans le préventif pour son aidant, parce qu'on l'accompagne et on lui évite de s'user. Mais quand on parle de préventif, c'est OK, je peux t'orienter ou mon papa va être hospitalisé. Mais c'est quoi le parcours d'une sortie d'hospice? Comment je prépare l'entrée en hospitalisation? Est-ce qu'il y a des heures extra-mutuelles? Si sa mutuelle refuse, est-ce que je peux contacter la Gérarco? Est-ce qu'il peut avoir l'aide à domicile momentanée? Est-ce que son domicile va être adapté? Est-ce que je peux faire venir un ergothérapeute pour voir si le domicile est adapté? Est-ce qu'il y a des professionnels? Et tout ça, ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que ça prend un temps homme énorme. Et c'est là où est la valeur, puisque si je reste que dans évaluer et orienter, aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle Google. Et je tape et je vais avoir accès à toutes les solutions. Oui, mais il y a une vraie méconnaissance des prestataires et des organismes. La réalité, c'est ça, c'est qu'il y a une méconnaissance complète des organismes et des prestataires. Vous êtes des spécialistes et des professionnels et vous évoluez dans cet écosystème depuis des années et moi aussi. Donc, on le connaît. Mais quand moi, j'interroge mes proches, même des médecins, même familles ou copains de ma génération, et je leur dis, mais OK, demain, tu as un problème avec un de tes proches, tu fais quoi? On ne sait pas, ouais. Je ne sais pas. Quand je leur dis, tu sais justement, ce qu'un CCS, tu sais ce que c'est qu'une Maya, personne ne connaît ça. Mais ce qui est pas surprenant, parce que tant que vous n'êtes pas touché par la fragilité de quelqu'un, vous ne posez pas les questions, quoi. Alors, Romain, justement, vous, à G2R, vous avez développé quelque chose, j'allais dire quelque chose d'intéressant, le parcours autonomie, ou les parcours autonomie. Alors, tu peux expliquer d'où vient la genèse? Alors, il y a une autre émission, pour ceux qui regardent sur ma chaîne YouTube, il y a une autre émission qui détaille en fond en comble ce sujet-là, mais peut-être expliquer. Non, c'est la genèse qui est intéressante, c'est pas le parcours dans le discours qu'on a aujourd'hui. Voilà. La genèse, c'était assez clair. Nous, on a plus de 50 conseillers sociaux chez la Mondiale qui traitent des demandes d'aide individuelle, qui traitent des milliers de demandes d'aide individuelle. Parmi celles-ci, on voit qu'il y a un besoin de coordination des différents services, qui soient des services extra-légaux, légaux ou ceux d'AG2R La Mondiale, et qui, dans les faits, n'ont pas le temps. Franchement, ils n'ont pas le temps de faire le travail. Donc, on a, entre guillemets, presté avec différents niveaux de care manager, et j'insiste sur ces différents niveaux de care manager pour pouvoir leur apporter de l'accompagnement dont ils ont besoin. Et je vais revenir tout de suite sur les chiffres et sur les niveaux de care management. Alors très honnêtement, les 11 millions d'aidants, ça me fait rigoler, parce que le sous-entendu, c'est que les 11 millions d'aidants ont besoin d'aide et ont besoin du même type d'aide. Et ce qui est totalement faux dans l'absolu. Aujourd'hui, quelle est la part de ces 11 millions d'aidants qui ont besoin d'une aide? Quelle est l'aide dont ils ont besoin? Et on voit bien que par rapport au care management, il y a de 3 niveaux. Il y en a qui ont juste besoin d'avoir les outils qui leur permettent de choisir la bonne solution. Et ça s'arrête là. Ils n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un. Il y en a qui ont besoin d'avoir quelqu'un au téléphone. Il y en a qui ont besoin d'avoir quelqu'un en présentiel parce qu'ils ne peuvent pas du tout assurer. Et ces 3 segments de marché qui ne sont pas du tout les mêmes et qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas quantifier. Mais en tout cas, ce n'est pas 3 marchés de 4 millions d'individus. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième, on l'a abordé tout à l'heure, mais je vais le dire plus frontalement parce que je ne suis pas concerné. Il y a aujourd'hui l'interrogation sociétale, c'est est-ce que le care manager doit être indépendant des solutions qu'il prescrit ou pas?
Et évidemment, les aides à domicile ont un rôle à jouer et les SAD ont un rôle à jouer dans la coordination d'une partie des services. Mais qu'est-ce que les gens attendent? Est-ce qu'ils veulent un coordinateur au-dessus des SAD ou un coordinateur au sein des SAD? Et là, il y a deux écoles, parce que quand je parle d'indépendance, je parle aussi de la façon dont se rémunère le care manager, parce que comme tout le monde n'est pas prêt à financer en B2C du care management, il faut bien qu'il se rémunère quelque part. Et donc, l'indépendance qu'on peut reprocher au care manager SAD, si le care manager est rémunéré par les prestataires qu'il préconise, ben, il ne l'est plus non plus. Donc, quel est le niveau d'indépendance du care manager? Et je sais que vous n'avez pas tous le même modèle, et je ne critique aucun des modèles qui est là, mais je dis juste que la question se pose. Et enfin, il y a la question de la maturité. Alors, ce qui a été dit du marché de care management, ce qui a été très bien dit tout à l'heure, et je suis content d'avoir entendu Guillaume le dit, mais Guillaume le connaît bien, c'est que, un, ce n'est pas un marché qui est pas un marché spécialisé sur le bien vieillir. Deux, il faut regarder la réalité des services. On a tous déployé des services d'aide aux aidants dans les entreprises. Les taux de retour sont faibles. Les premiers à se déclarer aidants sont les aidants des personnes, des parents handicapés. Parce qu'elles savent ce que c'est d'être aidant, elles n'ont pas honte de le dire, de se déclarer, et elles ont besoin d'aide. Pour ceux qui sont aidants d'une personne senior, la temporalité pour se déclarer aidant me semble plus longue quand je regarde moi, les services aux aidants. Et deux, après, qui doit payer le care management? Et on a dit que les entreprises s'intéressent au sujet aujourd'hui, les partenaires sociaux dans les entreprises se saisissent du sujet, et pas que parce que c'est un effet de mode, parce que mécontent que partenaires sociaux et syndicats des salariés, ils ont vu émerger ces demandes-là des salariés. Et donc, on voit aujourd'hui, via des branches professionnelles, alors il y a eu un signal de marché que personne n'a vu, les branches professionnelles, c'est un monde, je ne vais pas dire opaque, mais c'est un monde de connaisseurs, d'initiés dans le secteur de l'assurance. Une branche professionnelle a récemment fait un appel à manifestation d'intérêt pour la première fois sur du service d'aide aux aidants. Et je ne dirais pas les millions d'euros qu'il y avait, mais un appel qui vraiment structure le marché. Et moi, l'interrogation que j'ai demain, c'est, je dis attention, aujourd'hui, il y a des assureurs, aujourd'hui, il y a des startups, aujourd'hui, il y a des SAD. N'oublions pas les assisteurs qui ont créé des parcours aujourd'hui, des parcours pour répondre à des cas très spécifiques et qui demain, pourraient se poser la question de se dire, est-ce que ce n'est pas à nous de devenir le care manager des aidants dans les entreprises? Et à contrario, ils pourraient être peut-être disruptés par des acteurs innovants du care manager qui diraient mais nous on peut vous faire ça à des coûts qui ne sont pas ceux de l'assisteur et en plus avec une connaissance métier fondamentale. Et donc moi je regarde aujourd'hui des signaux de marché en dehors du bien vieillir mais plutôt sur l'aide aux aidants et sur les branches professionnelles et sur les filières professionnelles parce que je pense que la structuration du marché viendra de là. Sur le B2C aujourd'hui, très peu de personnes, et certains le payent, sont prêts à payer. Victor, je sais que Victor trouve des clients, d'autres trouvent des clients. Je pense que demain, on aura une part de. Il ne faut pas tout attendre la solidarité nationale. On en a parlé l'autre jour sur la loi grand âge. Il ne faut pas penser que toutes les personnes non plus ont besoin d'aide pour financer une prestation. Et on va voir des familles s'orienter parce que ce n'est pas non plus aux collectivités locales, à l'État, à la puissance publique de devenir le care manager de l'ensemble des personnes, et de l'ensemble des aidants et de l'ensemble des personnes en dépendance. Il va bien falloir faire un choix. Mais je pense que c'est par le marché des entreprises que la valeur du service de care management va peut-être plus démontrer d'une façon un peu plus massive avant d'aller prendre le marché du B2C du particulier. Alors, c'est une conviction personnelle, même pas celle de la G2R la mondiale, mais je suis en train de regarder les différents signaux de marché et appels d'offres qui sont en train de se structurer. Et après, les acteurs de l'action sociale doivent aussi se poser des questions, les acteurs publics aussi. C'est pourquoi les Maya, les CCS ne sont pas des care managers, ne peuvent pas faire le care manager sur leur territoire. Bon, pas grand monde les connaît, on l'a dit, mais deux, c'est dans la façon dont ils qualifient les solutions, et dont ils suivent les solutions. Aujourd'hui, au mieux, elles ont un annuaire, mais la qualification, le suivi, il est où? Donc, quelles sont les attentes? Quel modèle? Mais voilà. Et on l'avait dit, je suis heureux de l'avoir entendu, que le care management n'est pas un marché du bien vieillir aujourd'hui, n'est pas un secteur fondamental. Franck, il y a Franck qui voulait réagir. Alors, vraiment, j'applaudis parce que je partage à 200%. Et alors, pour rebondir là, sur la notion de care manager public, il existe des care managers publics et y compris l'État s'est rendu compte je pense, du millefeuille de coordination qu'il a lui-même créé, donc avec les Maya, les clics, voilà. Puisque du coup, alors ça date de ce matin même, hein, je lisais une news par rapport au PLFSS où du coup, en gros, tous les réseaux de coordination vont être amenés à disparaître du CASF en tant que dénomination. Ce qui veut bien dire qu'en effet, il y a bien une prise de conscience de l'inutilité en tout cas,
de l'utilité relative qu'il y a de ces dispositifs et en tout cas de la nécessité de les articuler de manière beaucoup plus efficace. Et là, typiquement, depuis un peu plus d'un an, mais on n'en a pas entendu beaucoup parler, se déploie au sein de chaque ARS ce qu'on appelle des communautés 360, qui sont effectivement beaucoup plus larges que du médico-social, puisque du coup, le principe des communautés 360, alors c'est orienté effectivement en handicap aujourd'hui, mais c'est effectivement une logique de recherche de solutions, y compris par exemple sur voilà, je suis handicapé, comment est-ce que je peux faire pour aller voter dans telle mairie dont je relève, voilà. Comment je peux faire pour trouver un hôtel accessible sur telle ville ou autre. Et donc là, on est quasiment dans de la conciergerie, hein, qui dépasse complètement la notion d'aide et de soins. Et en effet, sur ce modèle-là, et ce que disait Romain est absolument tout à fait juste, hein, c'est les assisteurs ont été parmi les premiers à le faire. Et typiquement, par exemple, dans des situations de dommages corporels, quand il y a indemnisation de dommages corporels de personnes très lourdement handicapées suite à un accident de voiture, tous les assureurs, alors soit le confient à un assisteur, soit l'assurent d'ailleurs parfois eux-mêmes, voilà, avec des assistantes sociales, des travailleurs sociaux qui vont être... Oui, Franck, mais l'assisteur, il répond à un fait générateur. Il n'est pas dans une notion, à mes yeux, de care management où on accompagne dans une notion de parcours de soins. Oui, mais il faut bien qu'il y ait un fait générateur à cette demande de parcours. Et c'est je ne dis pas qu'ils ne le feront pas demain. Mais si la personne ils ne le feront pas demain, je dis qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Oui, mais Guillaume, si la personne, dans le cas d'une entreprise où par exemple, tu as un dispositif du type Prevent Care, si la personne ne se déclare pas aidant, le fait générateur n'existe pas. Et effectivement, la personne ne va pas rentrer dans le dispositif. Donc, de toute façon, en effet, j'entends bien ce que tu dis, hein. C'est-à-dire que tu parlais évidemment d'un fait générateur d'urgence, c'est-à-dire une sortie d'hospitalisation. Oui, parce que tu as pris l'exemple de l'accident. Oui, mais non, bien sûr, mais il y a aujourd'hui plein de bonnes raisons pour mettre en place du care management. Nous, on travaille avec un assisteur et on est la brique care manager de l'assisteur. Oui, mais c'est un modèle. On a beaucoup d'échanges aussi avec des assisteurs qui ont quand même paradoxalement la contrainte de leur force d'industrialisation. Je m'explique, ils sont habitués à faire du niveau 1, du niveau 2. Donc, prendre une demande, souvent sur une urgence, ils n'auront aucune difficulté à aller prendre une demande qui leur arriverait par un autre biais pour évaluer. Aucune difficulté à se structurer pour orienter. On est en train d'échanger avec eux sur leur prendre des briques, de mettre en place et de suivre, et aussi d'avoir des réflexions sur comment on forme vos assisteurs, comment on forme vos équipes en fait. Donc on a dressé un parcours de formation de care manager pour faire des tests et donner ce savoir, parce que je rejoins moi ce que disait Romain. Aujourd'hui, on est quelques structures à avoir été en amont de cette mise en place du care manager, etc. Le vrai défi qui nous attend demain, c'est comment on le fait changer d'échelle. Comment on arrive à répondre au plus grand nombre et par quel biais on le fait financer. Les assisteurs ont clairement des avantages pour pouvoir répondre au plus grand nombre. Ils sont habitués. Nous, on travaille avec eux sur ces points-là et sur les outils dont ils doivent se servir pour pouvoir suivre efficacement une prestation de care management, puisque en fait, on a vu que tout leur récit actuel n'était pas adapté à. Donc, on retravaille sur ça. Victor, toi, tu as envie de donner un peu plus la parole. Tu as envie aussi. Comment est-ce que les aidants sont prêts à payer ce service-là, leur juste valeur? Et puis, comment est-ce que tu communiques? Il y a les deux questions. Comment est-ce que tu communiques et est-ce que les aidants sont prêts à payer leur juste valeur, ton service? Je suis content que tu poses la question parce qu'en fait, tout ce que j'entends me donne envie de réagir là-dessus. Déjà, effectivement, je pense qu'on n'est pas sur le même métier, en fait. On veut tout regrouper en care manager et on voit bien qu'il y a plein de choses. Moi, je pense que notre service est un service de la silver economy. Un jour, peut-être, les autonomy planners s'intéresseront au handicap, mais aujourd'hui, on est très clairement sur le grand âge. On aide les personnes dans cette période de leur vie, de la perte d'autonomie liée à l'âge. Bon.
nous, notre objectif, c'est au-delà de ce qu'on peut essayer de créer comme image de marque, donc un peu plus global, nous, c'est localement qu'on est actif et c'est localement qu'on veut devenir top of mind. Top of mind, donc la personne à qui on pense quand le sujet de la perte d'autonomie s'impose dans une famille, soit parce qu'on aura localement travaillé sur des manifestations qui nous permettront d'être visibles plusieurs fois auprès d'une personne qui d'un coup pourrait dire « bah tiens, attends, oui, mais ça m'a fait penser, j'ai vu », et puis ils nous retrouvent en cherchant sur Internet, ou alors parce qu'on leur a parlé de nous au moment où ils sont dans la situation. Et là, c'est le médecin traitant qui peut leur en parler, c'est une infirmière libérale éventuellement, une assistante sociale de structure. Donc nous, on travaille ce maillage local de proximité où on attend que les gens parlent de nous et en même temps, on essaye de faire parler de nous. Et l'idée, c'est que les gens n'entrent pas sur forcément un fait déclencheur, mais simplement sur un besoin peut-être déclencheur. Tu vas me dire, c'est peut-être un peu la même chose, mais nous, on essaye de devenir localement, et ça, c'est faisable, mais ça prend du temps, mais c'est faisable et c'est comme ça que ça marche, parce que bon, les assisteurs, je veux dire, même les gens ne savent même pas ce que c'est un assisteur. Ils en ont besoin effectivement sur un fait déclencheur, un accident, etc. Nous, c'est un petit peu différent. C'est dans la vraie vie du quotidien avec du bouche à oreille qui s'opère de plus en plus par des gens qui bénéficient de nos services, par des gens qui nous ont vus faire une manifestation dans une pharmacie, une permanence à droite, un petit déjeuner à gauche. C'est ça. Et ça prend du temps, mais ça marche. Et quand on cible les bonnes personnes, elles viennent nous voir et elles... Enfin, j'allais dire, elle trouve que c'est pas cher. Ouais, on vient de faire une enquête de satisfaction. Je suis assez bluffé des résultats et aussi de l'indispensabilité que les gens nous trouvent, alors même que je pense que c'est compliqué d'être care manager. Si tu me permets d'être care manager de proximité. Quand j'écoute parler, en fait, je pense qu'on est beaucoup. Enfin, je me pose beaucoup la question. En fait, care manager, d'accord, mais pour quel résultat en fait? Si c'est juste essayer d'orienter le plus facilement possible, le plus automatisé possible, pour le moins cher possible, pour proposer un service à 30 balles qui permette à quelqu'un de se dire « Ah, j'ai été aidé par mon entreprise » ou « J'ai été aidé par ma mutuelle », c'est une chose. À titre perso, je ne suis pas sûr que ça c'est une grande valeur. C'est déjà pas mal, mais je ne pense pas que c'est la grande valeur, en tout cas, du besoin auquel nous, on veut répondre, de l'aidant qui est en surchauffe et de la personne âgée qui, si on ne fait rien, va se retrouver en EHPAD. Et pour le coup, ça prend du temps. Et ce temps, c'est du temps humain qu'on essaye, nous, bien entendu, dans une logique entrepreneuriale et de scalabilité, d'automatiser pour ce qui peut l'être. Mais le centre, c'est l'humain et c'est le temps humain. Et quand nous, on passe 10 heures par mois en moyenne auprès de nos clients, ce temps-là, il coûte. Par contre, quand il est bien employé, les gens le ressentent. Et ce n'est pas juste quelqu'un qui est là au cas où, c'est quelqu'un qui a de nos nouvelles, qui voit toutes les semaines. Et on envoie des comptes rendus toutes les semaines aux familles. Les gens savent qu'on est là. Et ce qui les rassure, c'est qu'on peut être là quand il y a un problème. On peut être là pour savoir que les besoins vont évoluer, pour veiller à la qualité des prestations. Et en fait, la coordination, c'est ça. C'est cet interlocuteur de confiance qui est là au quotidien. Ça a un coût. Mais finalement, quand ça permet d'éviter une entrée dans un EHPAD à 3 000 €, c'est un coût relatif. D'accord. Oui, Quentin, oui, vas-y, qui veut intervenir? Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Victor. On a beaucoup eu sur le modèle et sur les coûts, et on met beaucoup de temps. Il y a une notion aussi à prendre en compte, et vous l'avez fait dans les parcours autonomie avec ce que vous avez testé avec AG2R, sur les différents niveaux. En fait, on peut accompagner durablement dans le temps en suivi et aller loin dans l'accompagnement, même à distance. Le tout, c'est aussi de le faire en corrélation avec tous les acteurs qui gravitent dans le domicile, et notamment les SAD. C'est pour ça que nous, en tout cas, on prêche pour qu'il y ait un prestataire gré à gré, des assistantes de vie qui vont être quotidiennement et qu'ils aient des outils pour remonter les informations en temps réel. Quand je parlais d'assisteurs, mon propos n'était pas ils vont manger le marché, pas du tout. En fait, je ne sais pas s'ils vont avoir envie d'y aller, parce qu'on parle d'un assisteur qui a un fait de vie et doit déclencher un prestataire en 3 minutes. En 5 minutes, il est plus rentable. Quand tu vas lui présenter une prestation de care manager ou pour mettre en place un dossier X ou Y, il va devoir mobiliser quelqu'un pendant 1 heure ou 2 heures, il va avoir la notion de combien ça coûte en fait et de rentabilité. Mais on doit aussi voir, nous, petite structure qu'on est encore à l'heure actuelle, comment tu le développes, comment tu la développes vite, quel est l'impact, tes clients qui sont contents sur ton suivi, est-ce qu'ils seraient aussi contents si tu passais pas toutes les semaines mais 1 fois par mois? Est-ce qu'ils seraient aussi contents si…
Tu vois, tout ça, ça demande encore, je pense, à être affiné. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Et moi, en ce moment, je me pose énormément de questions parce que, et contrairement à tous ceux qui nous copient un petit peu sur le modèle de proximité, on est déjà en train de tester la V2 et on prépare la V3 de notre modèle. Et moi, la nuit, je pense à la V4. Et dans ces versions, j'ai des modèles en tête qui sont pas très loin de celui de UNED. En tout cas, ça ne veut pas dire que je vais les développer, mais il me semble que ça peut marcher, ça. Une auxiliaire de vie qui est bien formée, qui est en complémentarité de quelqu'un qui a un vrai, à la limite qu'on peut l'appeler care manager, mais pas juste un responsable de secteur qui dit qu'il est présent. Parce qu'un responsable de secteur, pour moi, il gère des plannings principalement. Et en ce moment, d'autant plus parce que c'est une galère sans nom. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans ce que tu dis. Et en plus, vous appuyez beaucoup sur la technologie. Je trouve ça hyper intéressant parce que bien sûr qu'elle peut apporter de l'aide. Et peut-être qu'effectivement, avec le temps et avec un bon dosage de chacun des ingrédients, sans oublier les principaux pour répondre aux besoins qu'on adresse, et je pense qu'on n'adresse pas les mêmes, on pourra avoir peut-être des choses qui, au lieu de coûter 450, coûteront moins. Avoir combien est pris en charge par le crédit d'impôt, est pris en charge par un peu la mutuelle, est pris en charge par les gens qui ont de l'argent et qui vont le dépenser pour bien vivre. Et ça, que ce soit les gens eux-mêmes ou leurs enfants. On arrive à la fin de l'émission. Juste un petit mot, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Je vous avais dit 50 minutes, on est à 55 minutes. Franck? Oui, non, juste un petit mot. Justement, je pense que c'est bien ces débats, parce que c'est aussi ça qui permet à l'ensemble des acteurs de mieux se connaître. Et en effet, dans ce que je disais tout à l'heure, moi, je ne me permettrai en aucun cas de juger un modèle économique meilleur qu'un autre ou de dire il faut absolument que les care managers soient dans les SAD ou pas. Je ne fais que constater, d'ailleurs, c'est bien pour ça que à la FEDESAP, on a estimé nécessaire de créer une commission qui réunisse l'ensemble des modèles, voilà, sans préjuger du fait qu'il y en ait un qui soit meilleur que l'autre. En revanche, tout ça, ça nous amène effectivement à se poser collectivement la question du modèle économique. Et de manière la plus éthique et la plus honnête possible intellectuellement. C'est-à-dire, en effet, de se dire... de se dire le care manager externe fait un pas de côté et donc est absolument neutre dans la relation, comme le disait d'ailleurs Romain tout à l'heure, c'est évidemment faux s'il est rémunéré par l'ensemble des prestataires. Bon, enfin voilà, c'est comme le courtier en assurance n'est pas indépendant de l'assureur qui lui verse la meilleure commission. C'est pour ça qu'on a fait le choix, nous, d'être indépendants et de percevoir aucune commission sur aucun des prestataires qu'on recommande. Mais Victor, ça pose néanmoins comme le problème du modèle économique, c'est-à-dire en effet de se dire, OK, s'il n'y a pas une rétro-commission, entre guillemets, dans ces cas-là, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye ce temps-là. C'est nos clients, hein, comme tu as payé ta chemise et qu'on paye nos services. Il y a des gens qui sont bien prêts à payer pour quelque chose, pour peu que ça leur soit utile. Et c'est ça qui c'est ce que tu dis, c'est exactement ce que tu dis, Victor. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs types de services qui peuvent parfaitement coexister et répondre à des besoins. Je ne pense pas que, au contraire, je pense que le fait d'apporter un service au sein des entreprises, comme l'ont été il y a peut-être 20-25 ans, on peut parler des crèches avec des crèches, des places de perso en entreprise. Au fond, le care management, lorsqu'on accompagne les salariés aidants, c'est quelque part un peu une réponse peu ou prou similaire, dans le sens où il y avait la petite enfance, et puis maintenant, en effet, il y a une problématique de fragilité. Moi, je suis convaincu que c'est une vraie valeur pour l'entreprise, et en tout cas, mon service ne s'arrête pas juste à une simple information que chacun peut aller trouver sur Internet, parce que sinon, je ne ferai pas du care management, et je ne ferai pas pour le compte du salarié. Parce que le rôle des care managers de Prevencare, c'est pour faire à la place du salarié, faire pour le compte du salarié. Il est évident qu'on ne signe pas à la place du salarié, mais c'est cette notion, Frédéric demandait au tout début la définition. Quand je parle d'accompagnement dans une notion de parcours de soins, ce n'est pas juste j'envoie une information et j'oriente. J'ai passé 15 ans dans le maintien à domicile. Je n'ai pas fait un constat au bout de 15 ans en me disant qu'il y a des problématiques d'échange pour juste dire je vous oriente, je vous envoie une fiche et puis débrouillez-vous avec la liste de prestataires. La profondeur d'accompagnement, elle va bien au-delà de ça. Et je pense que la valeur dans une entreprise, pour l'entreprise comme pour le salarié, elle est réelle. L'effet waouh, moi, de mes salariés aidants, il est vraiment réel.
et les retours qu'on a en effet de nos enquêtes de satisfaction, on voit bien que les prendre par la main et ne pas les lâcher du début jusqu'à la fin lorsqu'ils font face à la fragilité d'un proche, qui n'est pas uniquement à la dépendance d'une personne âgée, elle est extrêmement importante. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur le care management de proximité, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis aussi convaincu qu'il y a des gens qui ont besoin en effet de professionnels comme toi et tes équipes parce qu'ils ne sont pas en capacité de gérer au quotidien, et je l'ai vécu moi avec Amélis, des gens qui étaient complètement perdus, si tu veux. Donc le rôle de care manager de proximité a aussi son rôle. Après, sur le modèle économique, moi je suis très à l'aise aussi avec ça, extrêmement à l'aise, et je ne cache rien. Moi, j'ai des commissions d'apporteurs d'affaires dans mes partenaires. Mais c'est très simple. Ce sont les mêmes montants pour tout le monde par famille de services. C'est-à-dire que même si, et il y en a qui m'ont proposé dans le maintien à domicile, je te donne 100 de plus, est-ce que tu viens chez moi? Tu n'auras pas 100 de plus, c'est-à-dire que tout le monde est au même niveau. Et même si je n'ai pas le partenaire au fin fond de la vallée ou de la campagne, mon premier objectif, c'est d'apporter une prestation de service auprès de l'aidant. Et après, on verra, et s'assurer naturellement que le partenaire et le prestataire soient un partenaire et un prestataire de qualité. Mais c'est pas la course à l'échalote, c'est pas celui qui me donne le plus à droite ou à gauche, et donc mes care managers vont naviguer en fonction de celui qui donne 100 de plus. C'est pas comme ça du tout que ça marche, et c'est pas du tout comme ça que ça a été pensé par famille de service. Voilà. Donc, ce qui évite justement de dire, lui, il me donne un peu plus, donc je lui envoie un peu plus. Pas du tout comme ça que ça marche. Mais les modèles économiques, tu parles de scalabilité et tu parles de développement, le nerf de la guerre, c'est de toute façon ce sujet-là pour que ces sujets-là se développent et qu'on puisse accompagner le plus grand nombre de personnes en proximité comme en entreprise. Quentin, je te laisse faire la conclusion. C'était pas prévu, mais comme tu as eu moins la parole, pour un petit peu rééquilibrer, je te laisse faire la conclusion que tu veux. Il y a deux choses très importantes qui ont été dites. C'est le bénéfice du care manager, il est double. C'est de l'information, bien évidemment, mais si on s'arrête là, on perd tout l'intérêt de l'accompagnement. Ce qui est important, c'est la coordination, le suivi. Donc, le premier gain, c'est l'information. Le deuxième, c'est le gain de temps. Et ça marche, peu importe notre modèle, que ce soit en B2C ou en B2B. Le principe, c'est que la personne qui vient nous voir, elle en peut plus, elle est très fatiguée, elle a une charge mentale, c'est pas le cas tout le temps, mais généralement, c'est la personne qui nous contacte, elle a une charge mentale très élevée. L'idée, c'est, et là, dans ce cas-là, je vais un peu plus rentrer dans notre modèle qui est le même pour Guillaume et moi, qui est du B2B, c'est que le gain, il est bien évidemment pour la personne qui nous contacte, la personne qui va utiliser le service, mais il est aussi pour l'entreprise. Parce qu'un salarié qui va libérer du temps, qui va avoir une baisse de charge mentale, donc non seulement il va pouvoir être plus concentré sur son travail au quotidien, mais en plus de ça, le fait d'être aidant, ça valorise des compétences qui ne sont pas forcément acquises dans le milieu professionnel de la personne. Et ces compétences-là peuvent être utilisées donc, pour son travail au quotidien, mais peuvent être aussi utilisées en termes d'évolution professionnelle. Et tout à l'heure, on l'expliquait, c'est des personnes qui peuvent se mettre un frein à ce niveau-là. Si elles sont accompagnées, ce frein, il n'existe plus et au contraire, il peut être d'autant plus fort que la personne a des compétences que ses collègues qui n'ont pas eu cette expérience d'aidance n'auront pas développé. Super, merci à tous. Donc vous avez compris, on arrive à la fin de cette émission, vous avez compris que le care manager est un vrai sujet de débat. Il y aura un deuxième débat avec beaucoup de plus de femmes cette fois-ci, d'autres acteurs. Et si vous voulez aller plus loin, on a une émission qu'on a fait avec H2R La Mondiale et puis Victor sur l'offre Parcours Autonomie. Vous pouvez également, il y aura un grand entretien avec Guillaume Staub également. Il y a Benjamin Zimmer de Care at Work qui est également passé dans un grand entretien. Et puis Victor aussi, passé plusieurs fois. Mathieu, bienvenue pour passer le grand entretien aussi, hein, d'accord? Avec plaisir. Et puis Franck, on en a déjà fait un. C'est ça. Hein. Ah oui, bon, on peut en refaire un. Hein. Go, ça marche. Bonne soirée à tous. Bonne journée ou bonne soirée. Au revoir. À la prochaine. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.